Buonasera a tutti, siamo felici di ritrovare questa nuova rivista avec ce soir à mes côtés le sémillant Patrick Vinciguerra. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et le retour Merci. de Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonsoir Jérôme. Alors notre invité ce soir messieurs, c'est vous Philippe Gatti, vous êtes avocat au barreau d'Ajaccio, ancien bâtonnier. Avec vous on va revenir sur les différents thèmes qui ont fait l'actualité cette semaine et les semaines passées. Une actualité en Corse qui est souvent judiciaire et d'ailleurs nous commençons avec l'incarcération de l'ancien sénateur Joseph Castelli cette semaine. L'incarcération qui a entraîné un important rassemblement de ses soutiens devant la prison de Borgo. On le rappelle, il avait été condamné le 30 mars dernier à 4 ans de prison, dont 3 fermes pour trafic d'influence, corruption passive et pour faux en écriture. Joseph Castelli a fait appel. Il aurait bénéficié de travaux gratuits sur son habitation à Pintaigazinc en échange de l'octroi de marchés publics à l'époque où il était président du Conseil général de Haute-Corse. Patrick, un mot sur cette décision d'incarcérer Joseph Castelli. Vous trouvez ça surprenant? En tout cas, c'est une décision quand même qui est assez rare. C'est une décision rare pour un délit financier, trafic d'influence, corruption passive. La peine, me semble-t-il, est sévère, elle correspond sans doute au délit commis. Il y a de fortes amendes, 100 000 euros, confiscation pour un tiers, pour 300 000 euros, de la villa en question. Moi, je m'interroge en revanche sur la nécessité de l'emprisonnement, du mandat de dépôt demandé à la barre. Parce que la justice est là pour... Joseph Castelli a 72 ans, il n'occupe plus de fonction. A une santé fragile, il n'occupe plus de fonction politique. Quel intérêt, alors qu'il y a des solutions alternatives comme le bracelet électronique, quel intérêt d'emprisonner un homme de 70 ans alors qu'on attend l'appel dans un an où peut-être il sera relaxé. Il bénéficie toujours, que je sache, de la présomption d'innocence. Philippe Gatti, quel est votre avis sur... Oui, mais je partage ce que vous dites et pour le prolonger, le mandat de dépôt, quand il est ordonné, le fait de faire appel suspend l'exécution du mandat de dépôt. Là, la curiosité de cette décision, et je souligne le mot curiosité, c'est qu'il y a eu l'exécution provisoire du mandat de dépôt, ce qui est très, très, très rare. Ça veut dire que le mandat de dépôt perd son effet de par l'appel. Et à ce moment-là, l'appel est destiné à réduire à néant ce qui a été destiné antérieurement. Sauf exception très, très, très rare, lorsque on ordonne l'exécution provisoire. Ce qui obligera la défense de cet homme à faire une demande de mise en liberté devant la cour d'appel, qui pourra statuer à ce moment-là. Mais de manière symbolique, le tribunal a voulu montrer, de par la vox populi vous pensez que c'était vraiment une décision limite médiatique, qu'il fallait envoyer un message à la société? Comme tout le monde, comme vous, je me suis posé la question. Pourquoi cette décision? Pour l'exemple, selon vous. Quelle explication avez-vous d'autre? Quelle est l'explication qu'on peut trouver, très honnêtement, à cette décision très rare? Mais ça pose un problème, parce que si c'est pour lancer un message, par exemple, à la population ou par rapport à une ambiance globale, ça veut dire qu'on n'applique pas forcément le droit on ne le respecte pas complètement. Il y a une part de libre arbitre qui n'est pas acceptable. J'ose pas le dire aussi frontalement que ce que vous dites. J'ose pas. Parce qu'on s'éloigne du droit. C'est ça. On s'éloigne du droit. C'est ça. Le fait d'avoir été élu, ces infractions ont été commises alors qu'il avait un mandat, c'est un facteur aggravant? Juridiquement, oui et non. Par contre, le rôle de l'opinion publique, j'ai cette phrase en tête qui me revient, l'opinion publique ne doit pas tirer le juge par la manche. Là, l'opinion publique, elle a tiré le juge par la manche. Moi, je ne connais pas le dossier. L'opinion publique, on a vu, il y avait quand même un important rassemblement de soutien. 70 personnes. 70 personnes devant la moitié du village, devant la prison. la moitié de la famille. Et après
Non, mais c'est pas forcément l'opinion publique, c'est peut-être aussi l'ambiance générale où maintenant on veut donner l'exemple en disant, voilà, on va combattre tous les délits et de façon très très forte. Ça n'est pas comparable, il y a eu Balkany, mais voilà. Non, mais attendez, la justice, le rôle de la justice, je reviens sur ce que vous avez développé. Le rôle de la justice, c'est pas de servir d'exemplarité. La peine exemplaire, moi, j'y crois pas. Il y a un dossier, un autre dossier, il y a un troisième dossier. C'est tout. Ce sont les faits et la juste peine. Mais vous pensez que la justement, peine exemplaire, c'est dangereux, rien que le mot. C'est déjà, c'est un oxymore, la peine exemplaire. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? L'exemplarité de la peine, d'abord, il y a eu des travaux très savants là-dessus, qui ont dit que bon, c'est une curiosité juridique lorsqu'on parle d'exemplarité de la peine. Vous croyez vraiment que la peine peut être exemplaire? Vous pensez vraiment qu'à ce moment-là, la classe politique corse va être plus prudente? Parce que cet homme de 72 ans... Au-delà du plan juridique... Les élus vont l'être à coup sûr avec toutes ces affaires politico-financières qui ont quand même... Au-delà du plan juridique, moi, c'est le plan humain qui m'interroge parce que, effectivement, la justice est là pour sanctionner, oui. Elle est là pour réparer, elle n'est pas là pour humilier. Envoyer un homme de 72 ans en prison alors qu'il y a un appel, ça ne semble pas nécessaire. Ce n'est pas un homme dangereux, il ne risque pas de se soustraire à la justice, on le voit mal partir en cavale. Alors pourquoi ce rabaissement d'envoyer cet homme-là en prison pour quelques mois en attendant son procès en appel? Mais vous craignez justement, vous parliez de la Vox Populi, vous craignez que la justice soit de plus en plus soumise à ce fait-là, à la Vox Populi, à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde peut donner son avis, vous craignez ça? Oui, par moment, oui, quand je vois ce genre de décision, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter, parce que ça a toujours été un risque de la justice. La justice, à plusieurs moments, lorsqu'on regarde ça avec recul, s'est prêtée à ce rôle. Le juge est un petit peu soumis toujours à la tentation du gouvernement des juges. On le sait, l'histoire l'a toujours démontré qu'il y a toujours cette tentation du juge, de ce pouvoir qui a été diminué sous la Ve, qui n'a pas été reconnu, qui n'est plus reconnu comme un pouvoir, etc. Donc tout ça fait que le juge a cette frustration de ne pas être reconnu comme pouvoir judiciaire dans l'architecture de Montesquieu, qui aurait dû être conservé, qui aurait dû être réadapté à nos siècles. Cette frustration, elle se surajoute aussi maintenant dans le monde trouble, mobile, extrêmement finissant du XXe siècle, avec le XXIe qui pointe avec tous ces dangers. La justice, il faut qu'elle trouve sa place. Et la Vox Populi, le juge, y est aussi attentif. Peut-être, alors je vais peut-être ne pas être polémique, tant peut-être pour des raisons de carrière aussi. Parce que, vous savez... Ou peut-être la vie est ainsi faite. Ou peut-être aussi inconsciemment. On va poursuivre sur l'avenir de la justice avec notre deuxième partie. Un autre sujet, c'est le projet de cour criminelle voulu par le garde des Sceaux dans son projet de loi ayant vocation à redonner confiance dans la justice. Projet de loi qui sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale à partir du 17 mai prochain. Alors l'objectif de ces cours criminelles, c'est de désengorger les cours d'assises en créant une nouvelle juridiction sans juré populaire pour juger des affaires passibles de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Donc des affaires qui ne sont pas en lien avec le grand banditisme. Alors il y a eu une phase expérimentale de 2 ans dans 7 départements. Premier retour, on apprend que 91% des affaires jugées dans ces cours criminelles expérimentales ont été des affaires de viol. Il n'y en a pas beaucoup jugées encore chaque année. Philippe Gard, que pensez-vous de ce projet ? Moi, j'en pense la même chose que ce qu'en pense le Conseil d'État. J'ai sous les yeux un avis du Conseil d'État, un avis sur ce projet de loi. Bon, je rappelle que lorsqu'un projet de loi est déposé, le Conseil d'État se doit de donner son avis. Pourquoi ? Parce que le Conseil d'État, c'est le conseiller juridique du gouvernement. Ce n'est pas que la plus haute assemblée administrative qui est susceptible à ce moment-là de réformer les décisions des tribunaux administratifs. Il a aussi ce rôle, le Conseil d'État, de conseiller juridique. Et il est, à ce moment-là, extrêmement sévère, avec ce projet de loi. Je cite, « Le Conseil d'État ne peut que regretter que l'évaluation demandée par le législateur en 2019 n'ait pas été réalisée. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2019, lorsque l'ancien garde des Sceaux, le garde des Sceaux précédent, sort ce projet de loi, il est dit par la loi qu'il va y avoir une expérimentation de 3 ans. 3 ans, ça veut dire que ça devait finir 2019, en 2022. 2021, 22. Avant 2022 est pondu ce texte qui est
fait dans la précipitation. Le Conseil d'État souligne aussi cette préoccupation, mais dit avec force, essentiellement sur ce projet de loi concernant la transformation de la cour d'assises, dit que le recul n'est pas suffisant. Alors, il est même cruel par moments avec le ministre de la Justice, parce qu'il dit, en fait, à sa manière, il dit il y a 2 rapports qui ont surgi du néant. Un rapport d'un magistrat qui s'appelle M. Guetti, et l'autre, ce qu'on appelle une mission flash. Mission flash. Comme Mr. Flash, vous savez, qui apparaît comme ça, comme l'éclair, qui rend justice, et puis après, qui retourne à d'autres missions. La mission flash de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, c'est ça. On demande par téléphone un avis rapide, et l'avis rapide est donné. Alors, le gouvernement va s'abriter derrière le fait que le Conseil d'État souligne aussi que ce non-respect de cette phase intermédiaire n'est pas susceptible de servir d'argument devant le Conseil constitutionnel. Elle devait aller jusqu'en 2022, vous avez bien préparé votre plaidoirie, je non, vois. Mais vous m'avez fait travailler, donc je vous donne le fruit de mon travail. Au-delà de ça, qu'on n'ait pas attendu la fin de la période d'expérimentation, oui. Ça peut se contester, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on dise maintenant, pour bon nombre d'affaires, on supprime les jurys populaires? Philosophiquement, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'on renforce, on redonne du pouvoir aux juges? De la part de Dupond-Moretti, c'est assez étonnant aussi. Est-ce que c'est une bonne chose Pour compléter la question, Dupond-Moretti, qui avant de devenir ministre, quand il était toujours avocat, donc votre collègue, disait cette réforme, c'est la mort des cours d'assises. Moi, c'est pas une réponse de Normand que je vais vous faire, c'est que je préfère répondre en juriste. Je préfère répondre en juriste parce que lorsqu'on parle de la chose judiciaire, je ne peux qu'y apporter à la place qui est la mienne que des réponses juridiques. Je dis que lorsque la loi organise un processus de transformation avec une nécessité de pouvoir, à l'issue de cette expérimentation, et le Conseil d'État le souligne encore, de pouvoir, avec les organisations professionnelles, à savoir les magistrats, à savoir les avocats, mettre en place ce qui est un projet important de réforme, et que ce travail pré-parlementaire n'est pas fait, je m'en inquiète. Je m'en inquiète avec mes outils de juridique. Mais sur le fond, voilà, justement, là, vous parlez de la forme. Pour ou contre? Voilà. Par exemple, désengorger les cours d'assises, ça peut éviter aussi de correctionnaliser, c'est-à-dire de requalifier des crimes en délit et qui seraient passibles de peines qui seraient moins lourdes. C'est une hypothèse. Le fait, tant qu'il n'y a pas une statistique, tant qu'il n'y a pas des statistiques crédibles, qui viennent dire, voilà, c'est vrai qu'il y a cette pratique judiciaire qui veut que pour une affaire criminelle, la plupart du temps, qu'est-ce que sont les affaires criminelles qui sont correctionnalisées? C'est les affaires fragiles. C'est les affaires qui tiennent mal. On sait très bien que ça va passer mieux devant des magistrats professionnels que devant des jurés professionnels. Lorsque l'affaire tient mal, et souvent dans le huis clos, je pense aux affaires de viol, du huis clos, et que la parole de l'un peut uniquement s'opposer à la parole de l'autre et qu'il y a un problème de preuve, on se dit, je ne juge pas l'institution. Vu les derniers résultats en cour d'assises, on ne peut pas dire que les affaires qui ont été jugées en cour d'assises tenaient très bien non plus. Hein. Oui, mais à ce moment-là, particulièrement sur les affaires de viol, pourquoi je les cite? Parce qu'il y a un vrai problème. Il ne peut pas y avoir d'écoute téléphonique. C'est rare les écoutes téléphoniques dans ces affaires-là. C'est rare les preuves de police scientifique. C'est un huis clos familial. C'est comme les affaires d'inceste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça se déroule avec peu de témoins, pas d'aveux. Donc ce sont des affaires, c'est une criminalité très atypique par rapport à la criminalité de voyous, de criminalité organisée, qui a des modes opératoires qui sont beaucoup plus soumis à une curiosité juridique, les écoutes, etc., tous ces modes de preuve qui n'existent pas. Ce sont des affaires, quand je dis des affaires fragiles, ça veut dire des affaires où la preuve est difficile à amener. Et il est beaucoup plus confortable pour l'institution judiciaire, pour ses résultats, et puis pour répondre à sa mission, d'envoyer cela en correctionnel. C'est pour ça qu'on correctionnalise. Et qu'on parle de la suppression des jurés populaires, ça vous effraie, même, par exemple, là, c'est pas le cas, c'est pas pour des affaires qui seraient liées au grand banditisme, mais on sait qu'il y a des risques quand même de pression sur les jurés, souvent pour des affaires assez techniques. On va écouter d'ailleurs les collectifs anti-mafia qui, eux, sont favorables à la suppression de ces jurés populaires, mais seulement, justement, pour les affaires liées au grand banditisme. Les gens qui ont la main mise sur la Corse aujourd'hui ont des moyens colossaux
pour imposer leurs propres lois. Et comment voulez-vous que des jurés, mais c'est irresponsable que de les fragiliser de la sorte. Il faut au contraire protéger la justice et seuls des gens qui sont eux-mêmes protégés pourraient la rendre. On va présenter à des jurés une situation à la fois complexe et dangereuse et on leur demande de juger. Ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont même pas les moyens intellectuels de juger le crime organisé parce que c'est d'une grande complexité, les juges le savent. Vous êtes favorable, Philippe Gatte, à la suppression des jurés je n'approuve absolument pas ces propos. Je tiens à dire et à préciser... Ça a existé, les pressions sur les jurés par le passé. D'ailleurs, ce n'est pas simplement les collectifs qui le réclament. Il y a quelques années, c'est le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rejoint par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, qui demandait la professionnalisation des cours d'assises pour juger des faits de grande criminalité. Bon, comme pour le terrorisme d'ailleurs. On n'est pas souvent d'accord avec les procureurs. C'est un vieux fantasme juridique. On veut transposer ce qui se passe dans le terrorisme sur la grande criminalité organisée. Ça, le schéma, on l'a bien compris. Pour moi, l'héritage, alors vous allez me dire, c'est un bien grand mot, c'est un travers d'avocat qui ressort, pas du tout. L'héritage de la Révolution française concernant la cour d'assises doit être maintenu. Vous me posez la question, la réponse, elle est claire. Sur ce qui est dit à cet instant, que j'entends à cet instant, moi je trouve ça inadapté à la situation actuelle de la cour d'assises. Cette déclaration du procureur général qu'il avait fait à son discours de rentrée était essentiellement la suite des échecs répétés de la GIRS de Marseille. C'était les enquêtes qui étaient mal ficelées selon vous et pas les jurys qui étaient sous pression? Lorsqu'il y a un jury, lorsqu'on suspecte une décision de justice... Vous avez été partie civile aussi dans des affaires de grand banditisme. Mais je le suis actuellement aussi. J'ai été en défense. Je connais, comme tous les avocats, la machine judiciaire de l'intérieur. Dans une micro-société comme la Corse où tout le monde se connaît, et alors de pouvoir être jugé par... Mais attendez, c'est très simple. Le dépaysement, ça sert à ça. Bien sûr, mais justement... Mais je ne parle pas de suppression. Vous seriez favorable à un dépaysement constant? Mais on ne peut pas être favorable à un dépaysement constant. On peut être favorable à un dépaysement lorsqu'il y a à ce moment-là des indices, lorsqu'il y a des éléments permettant de douter de la sincérité d'une cour d'assises. Là, oui. Lorsqu'on dépayse... D'autant que le dépaysement ne sert pas toujours. On a vu, l'appel vient du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence parce qu'il y avait eu un acquittement, selon lui, surprenant. Et on a vu d'autres procès corses dépaysés où on a eu malgré tout des acquittements. Bien sûr. Mais vous ne pensez pas qu'il y a un constat d'échec quand même sur la lutte contre le grand banditisme en Corse? Et vous pensez que ce constat d'échec, il n'est pas imputable à la justice, plutôt aux forces de police? S'il y a un constat d'échec sur la lutte contre la criminalité organisée en Corse, à mon sens, le premier responsable, c'est peut-être, je devrais le dire de manière plus souple, mais il y a une chose qu'on ne peut que constater. Pendant des années, la police a couru derrière le FLN. Le FLN, la lutte antinationaliste, a occupé toutes les énergies policières. Comment voulez-vous, dans ce contexte-là, je vous rappelle la naissance du FLN, c'est 76, comment voulez-vous, et d'ailleurs l'émergence à ce moment-là de la criminalité en Corse, de la grande criminalité en Corse, c'est cette époque. C'est la brise de mer, c'est le petit bar, etc. Patacoufin. Comment voulez-vous, lorsqu'on laisse un terreau, un lieu complètement isolé de la surveillance policière, que la criminalité... Les voyous, ils ont horreur du vide. Dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a un espace, ils s'y mettent. C'était valable dans les années 80, 90, ce n'est plus le cas aujourd'hui? Ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis peu. Depuis que le FLN a rendu les armes, depuis que le FLN a fini sa lutte à ce moment-là, les services de police dans leur intégralité ont concentré leurs efforts sur la grande criminalité. Et s'il y a un échec, il faut avoir tout de même un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé avant. Moi, une grande partie de cet échec, je l'attribue à ce moment-là à ce qui s'est passé avant. Je l'attribue aussi à cette GIRS de Marseille qui a été très particulière dans son évolution, que vous autres, les médias, avez souvent critiqué parce qu'elle n'avait pas de résultats. Maintenant, elle commence à en avoir. Elle commence à en avoir.
Alors, on ne peut pas brutalement... Comment ça en avoir? Il y a des arrestations, il y a quand même encore très peu de condamnations, mine de rien. Attendez, le travail de police, lorsqu'il faut déraciner une criminalité qui est fortement enracinée dans un territoire, c'est un travail de longue haleine. Lorsqu'il y a à ce moment-là des structures criminelles qui se mettent en place pour arriver à lutter contre ces structures-là, c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail de surveillance, c'est un travail d'investigation. Une enquête criminelle, ça peut durer 2, 3, 4 ans. Ça peut durer même 5 ans. Ça peut durer même 6 ans. Vous voyez, prenez par exemple une comparaison qui n'est pas du tout raison, mais qu'on peut faire. La lutte contre la mafia, ça demande des énergies policières, des énergies administratives, des énergies judiciaires, des convergences. Vous pensez qu'on ne peut pas comparer le grand banditisme, la criminalité organisée en Corse à la mafia? Comparer, mais identifier et plaquer, on peut s'en servir comme exemple de lutte de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est-à-dire des lois spécifiques, comme c'est le cas en Italie. Oui, et puis il y a des lois spécifiques sur lesquelles ils sont revenus. Par exemple, le repenti, ça a été remodifié. Le repenti, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la criminalité. Il y a des résultats parce que tout simplement, on va balancer des équipes adverses qui permettent à ce moment-là de les éliminer pour prendre leur place. Oui, mais on a entendu des ministres succéder en Corse dire il faut parler, il faut en finir avec l'omerta, mais on n'aide pas forcément les gens qui parlent. Vous vous souvenez de cette histoire à Tsons, il y a plusieurs années? Vous devez vous en souvenir. Pas trop long parce qu'il ne reste pas trop d'émissions, mais allez-y. Vous vous adressez à mes cheveux gris, là. Un petit peu. Cette histoire à Tsons, c'est ce gendarme qui avait été abattu à Tsons, et ce procureur qui s'époumonait sur les médias à dire oui, la population sait, mais ne dit rien. Et en fait, ça vous dit rien à ce moment-là. Et en fait, la population ne savait pas. Enfin, c'est une histoire où on parlait déjà d'omerta tout simplement, mais il y avait dans cette enquête des carences extraordinaires. Parce qu'il y avait ce qui se reproduit encore en Corse, c'est tout simplement une lutte de police, une inorganisation, et surtout le terrain, il a été abandonné pendant des années. Voilà ce que je pense. Il nous reste très peu de temps, il nous reste juste un petit peu de temps pour évoquer un tout autre sujet, c'est la troisième partie de notre émission, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors, beaucoup de cérémonies ont été annulées à cause de la crise sanitaire, notamment à Ajaccio, des cérémonies qui étaient prévues jusqu'au 5 mai. Mais nous voulions quand même aborder ce sujet avec vous, Philippe Gatti, parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur ce sujet. Alors là, pour le coup, vous êtes plutôt un procureur à l'égard de Napoléon, avec un réquisitoire tous les jours. Vous vous incitez sur le bilan négatif de l'empereur. Un chiffre, les guerres napoléoniennes. 600 000 morts. 600 000. Massacre de la jeunesse de l'époque. La fin de ces guerres napoléoniennes avec des jeunes gens mal formés pour manipuler des fusils complexes à l'époque, des armes longues complexes à l'époque. Les Marie-Louise, on les appelait. Un massacre. Ça a été des massacres. Il n'y a rien de plus horrible que la guerre d'Espagne. Goya en parle très bien à travers cette il y a aussi quand même le code civil, Ça, le baccalauréat, l'administration. C'est pas un peu à la mode d'être contre Napoléon? Ah, moi, je me trouve très isolé. Franchement. Moi, je trouve très isolé. Je vais regarder dans les librairies l'étal de présentation des livres. Il n'y en a pas un. Non, mais ça reste un personnage d'histoire. Vous êtes fait un peu des ennemis d'ailleurs sur Oui, sur c'est amusant aussi d'avoir des ennemis sur Twitter. Je veux dire, mais je veux dire, aller dans les librairies, je suis allé dans une librairie dernièrement, il n'y avait que des bouquins qui font l'apologie de Napoléon. Ce qui prouve que c'est quand même un homme exceptionnel. Non, ce qui prouve que les autres ne sont pas mis en évidence. C'est-à-dire, vous avez un bouquin extraordinaire, le bouquin de Jospin, le mal bonapartiste. Jospin, 2014, il a un regard très intelligent sur Napoléon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un regard d'historien. Il a un regard d'homme politique. Et il dit, je veux faire un bilan coût-avantage. Savoir ce que la France a gagné à l'époque. Un peu comme le vaccin, c'est ça? Un peu, on peut reprendre la comparaison, mais celle-là... Mais là, on ne célèbre pas le bicentenaire, on le commémore, donc on se souvient ensemble. J'adore... C'est l'argument de Jean Guittel. Non, mais est-ce qu'on peut juger, il a raison, est-ce qu'on peut juger le début du 19e siècle avec les yeux du 21e? Est-ce que c'est faisable? Alors ça, l'anachronisme, on l'entend bien évidemment. Est-ce que je vais vous répondre indirectement. Est-ce que Jospin a le droit de porter un regard politique sur la France pendant laquelle Napoléon a tenu tous les pouvoirs en main, c'est-à-dire
à partir du putsch, parce qu'il arrive au pouvoir avec un putsch militaire, c'est comme ça qu'il s'impose. Et on peut faire son bilan jusqu'à la fin, c'est-à-dire, non pas jusqu'à 21, mais jusqu'aux années 1815, c'est-à-dire pendant 15 ans, il a tenu tous les pouvoirs. Le bilan, c'est quoi ? 600 000 morts. Mais on peut se souvenir et être critique, c'est pas antinomique. Non, mais à ce moment-là, reste très peu. tout est dans la balance de la valorisation de l'épopée napoléonienne. Cette épopée, elle a eu un coût. L'Europe a été complètement divisée. Pour revenir à la guerre d'Espagne, qui s'appelle d'ailleurs en Espagne la guerre de libération, parlez de la guerre d'Espagne à Goya. Regardez les visages et la peinture de Goya, elle en parle très bien. Ça va être justement la fin de l'émission, c'est votre conclusion, Philippe Gatt. On a compris, hein, vous êtes assez critique du bilan de Napoléon. Vous n'iriez pas jusqu'à déboulonner sa statue, je suppose. Merci Patrick et Jérôme. Et coucou d'ici Pierre Rivista Bultara Azimana Kiben, con nostra attualità e un nostro invitado e soprattutto con il ritorno di un chef Jean Vitus Albertini, arrivusato come mai.